Le Riverside Country Club scintillait sous le soleil de l'après-midi, ses pelouses impeccables s'étendant jusqu'au bord de l'eau où des voiles blanches parsemaient la baie. À l'intérieur de la grande salle de bal, 73 membres de la famille Morrison s'étaient réunis pour notre réunion annuelle, une tradition que ma grand-mère avait instaurée il y a 40 ans et qui s'était poursuivie même après sa mort. De longues tables recouvertes de nappes crème exposaient des photos relatant les réussites de la famille Morrison. La promotion du cousin Brian au rang d'associé principal dans son cabinet d'avocat. La nouvelle maison de la cousine Jennifer dans les Hamptons. L'expansion réussie de la chaîne de restaurants de l'oncle Tom. La famille Morrison était fière de son succès, de ses réalisations, de ses marqueurs visibles de réussite. Je me tenais près de la table des rafraîchissements, en jean et simple chemisier blanc, les cheveux tirés en queue de cheval, sans maquillage, sans bijoux à l'exception de la montre que ma défunte grand-mère m'avait offerte. J'étais venue par mes propres moyens dans ma Honda Civic de 2016, arrivant pile à l'heure à 14 heures, comme le précisait l'invitation. Nathalie, ma tante Carole s'approcha, avec son air caractéristique de supériorité bienveillante. Ma chérie, tu es venue. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais. Bien sûr que je suis venue, dis-je. C'est la réunion de famille. Oui. Eh bien, elle me toisa avec une déception à peine dissimulée. Tu as l'air à l'aise, très décontracté. C'est un événement familial, dis-je. J'ai pensé que le style décontracté était peut-être approprié pour les activités en extérieur, mais nous faisons des photos officielles à 15 heures. Tu n'as pas apporté de vêtements de rechange? Je suis très bien comme ça. Les lèvres de tante Carole se pincèrent en une fine ligne. Eh bien, je suppose que tout le monde n'a pas le budget pour plusieurs tenues. Comment vas-tu, ma chérie? Financièrement, je veux dire. Ton oncle et moi disions justement que nous n'avons pas eu beaucoup de nouvelles de ton travail ces derniers temps. Je m'en sors, dis-je. Tu fais toujours ce travail de recherche, le truc pharmaceutique? Oui, toujours dans le pharmaceutique. Ça doit être difficile. Un domaine si compétitif. Et à ton âge, sans t'être établi plus tôt, ça doit être compliqué de trouver des postes stables. Elle me tapota la main avec compassion. Tu sais, l'entreprise de Jennifer recrute. Des postes de soutien administratif. La paie n'est pas extraordinaire, mais c'est un revenu stable avec des avantages sociaux. Je pourrais glisser un mot. C'est gentil de ta part, mais je suis satisfaite de mon travail actuel. Mon oncle Robert s'approcha, un martini à la main, sa voix tonitruante résonnant à travers la salle de bal. Nathalie Morrison toujours en solo, à ce que je vois. Pas de mari à ton bras aujourd'hui. Robert, dit tante Carole d'un ton d'avertissement. Quoi? Je demande juste. Il prit une longue gorgée de sa boisson. 35 ans, toujours célibataire. Ça doit être dur, surtout à ces événements familiaux où tout le monde est en couple avec des enfants. Je vais très bien, oncle Robert. Vraiment? Il fit un geste en direction de la salle. Regarde tes cousins. Brian vient de fêter son 10e anniversaire de mariage. Jennifer a 3 beaux enfants. Même ta jeune cousine amie est fiancée. Pendant ce temps, tu es ici seule, à travailler à un poste de laborantine débutante. Aucune perspective, pas de famille à toi. C'est préoccupant. Je ne suis pas préoccupée, dis-je doucement. Tu devrais l'être, dit-il sans détour. 35 ans, célibataire et fauché. Sans vouloir t'offenser, ma chérie, mais ce n'est pas là où tu veux être à ce stade de ta vie. Tu avais tellement de potentiel à l'université. Brillante, disait-il. Major de promotion, bourse complète pour le MIT. On pensait tous que tu dirigerais le monde à l'heure qu'il est. Au lieu de ça, elle joint à peine les deux bouts, ajouta mon cousin Brian, rejoignant la conversation avec sa femme, Ashley. Nathalie, nous ne te jugeons pas. Nous sommes inquiets. La famille prend soin des siens. Si tu as besoin d'aide, une aide financière, tu n'as qu'à demander. Je n'ai pas besoin d'aide financière, dis-je. Ashley regarda ma tenue avec une pitié non dissimulée. Ma belle, ce jean vient de chez Target. Ton chemisier est un Old Navy. Tu conduis une voiture qui a presque 10 ans.
Si tu avais besoin d'aide, on comprendrait. Il n'y a pas de honte à avoir des difficultés. Je n'ai pas de difficultés. Alors pourquoi t'habilles-tu comme si c'était le cas, insista Brian. Pourquoi cette vieille voiture? Pourquoi vivre dans ce minuscule appartement dans le Queens? Pourquoi aucun signe de stabilité financière ou de succès personnel? Nathalie, tu es brillante. Tu devrais être en plein essor. Pas ça. Il fit un vague geste vers moi. Je vérifiai ma montre. 14h23, pile dans les temps. Si vous voulez bien m'excuser, dis-je, je dois passer un coup de fil. Je sortis sur la terrasse qui donnait sur le terrain de golf, sortant mon téléphone. Un texto de mon mari, Marcus, en retard de 2 minutes. Les filles ont insisté pour t'apporter des fleurs. J'espère que ça ne te dérange pas, je souris en répondant, parfait. À tout de suite. Un autre texto. Celui-ci de mon assistant de direction, David. Le conseil d'administration a approuvé l'acquisition de GenMed. Les contrats finaux sont prêts à être signés. Dois-je les apporter au country club ou attendre lundi? Je répondis, apporte-les maintenant. La famille devrait voir ça. Vous êtes sûr? Ça va faire une scène. Je sais. Apporte-les quand même. Je rangeai mon téléphone et retournai dans la salle de bal où la sœur de ma grand-mère, ma grand-tante Margaret, trônait à la table d'honneur. Nathalie, m'appela-t-elle. Viens t'asseoir avec moi, ma chère. Raconte-moi ce que tu deviens. Je m'installai sur la chaise à côté d'elle, consciente que la moitié de la salle me regardait. J'ai entendu dire que tu travailles toujours dans le pharmaceutique, dit-elle. Du travail de recherche? Oui, recherche et développement. Comme c'est charmant. Et est-ce que tu en vis? Les postes de recherche peuvent être si mal payés. Je m'en sors très bien, tante Margaret. Vraiment? Elle étudia ma tenue, mon absence de bijoux, mon apparence générale de moyens modestes. Nathalie, ma chérie, j'ai 92 ans. J'ai gagné le droit d'être directe. Tu as 35 ans, tu n'es pas mariée, sans enfant, et tu as un travail qui ne paie manifestement pas bien. Que s'est-il passé? Tu étais censée être l'histoire à succès de cette génération. Peut-être que je le suis, dis-je tranquillement. Elle eut un rire sec. Ma chérie, le succès, ça se mesure. Je vois tes cousins, médecins, avocats, chefs d'entreprise. Je vois leur famille, leur maison, leurs accomplissements. Et puis je te vois, seule, habillée comme si tu ne pouvais pas te permettre mieux. Ce n'est pas le succès. C'est baisser les bras. Oncle Robert avait maintenant rassemblé une petite foule, tous me regardant avec des degrés variables de pitié et de jugement. Le truc avec Nathalie, disait-il assez fort pour que je l'entende, c'est qu'elle a atteint son apogée trop tôt. Brillante à l'école, oui, mais elle n'a jamais su comment traduire ça en succès dans le monde réel. Elle surfe sur son potentiel depuis 15 ans, et maintenant ce potentiel est juste gâché. C'est triste, en fait. Ma cousine Jennifer ajouta, elle aurait pu tout faire. Au lieu de ça, elle a un petit boulot de recherche sans avenir, vit seule dans un studio, conduit une voiture de 2016. Pas de famille, pas de stabilité, pas de futur dont on puisse parler. Peut-être qu'elle est heureuse, suggéra quelqu'un faiblement. Heureuse et fauchée, ça reste fauché, dit Brian. Et à 35 ans, elle devrait penser à plus que simplement son bonheur. Elle devrait penser à la sécurité, à construire quelque chose, à contribuer à l'héritage familial. Au lieu de ça, elle est l'exemple à ne pas suivre que nous raconterons à nos enfants. Voyez ce qui arrive quand on ne se donne pas à fond. Je jetai un nouveau coup d'œil à ma montre. 14h47. Plus que 13 minutes. Tante Carole s'assit à côté de moi, baissant la voix. Nathalie, je sais que c'est dur, de regarder tout le monde réussir pendant que tu luttes, mais il y a des options. Tu pourrais retourner à l'école, obtenir un MBA. Robert connaît des gens. Il pourrait t'aider à trouver un meilleur poste. Ou Jennifer a dit que tu pourrais emménager avec sa famille, pour économiser sur le loyer pendant que tu te remets sur pied. Nous voulons t'aider. Vraiment. J'apprécie, dis-je,
mais je suis exactement là où je dois être. Ma chérie, tu as 35 ans, tu es célibataire et tu vis d'un chèque de paix à l'autre dans le Queens. Ce n'est là où personne ne devrait être. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent. Je vis Marcus en premier. Grand, distingué, ses cheveux grisonnants parfaitement coiffés même après ce qui avait probablement été une semaine épuisante de chirurgie. Il portait encore ses vêtements de travail, un pantalon de costume et une chemise. Son badge d'hôpital était visible à sa ceinture. Derrière lui, nos filles jumelles de 7 ans, Emma et Lily, firent irruption, vêtues de robes d'été assorties, chacune portant un bouquet de fleurs. Elles m'aperçurent immédiatement. Maman, crièrent-elles à l'unisson, traversant la salle de bal en courant. La salle entière devint silencieuse. Je me levai, attrapant les 2 filles qui se jetèrent sur moi, leurs fleurs s'écrasant légèrement dans l'étreinte enthousiaste. « Tu nous as manqué, dit Emma. »« Ça ne fait que 3 heures, dis-je en riant. »« C'est une éternité, insista Lily. Papa a dit qu'on pouvait apporter des fleurs du jardin de l'hôpital. » Marcus nous rejoignit, se penchant pour m'embrasser sur la joue. « Désolé pour le retard. Une chirurgie d'urgence a duré plus longtemps. Un hématome sous-dural plus compliqué que prévu. Je viens directement du bloc. »« Ce n'est pas grave, dis-je. Comment va le patient ? » ?»« Stable. Bon pronostic. » Il regarda la mère de visage choqué qui nous fixait. « C'est ta réunion de famille ? » ?»« C'est ça. » Je me tournai vers la salle. « Tout le monde, voici mon mari, le docteur Marcus Chin. Marcus, voici. » « Eh bien, tout le monde. » Tante Carole émit un son comme si elle s'étouffait. « Marie. » « Et voici nos filles, Emma et Lily, continuai-je. »« Les filles, voici la famille Morrison. »« Ma famille. » Le verre de martini de mon oncle Robert lui glissa des mains, heurtant le sol avec un bruit sec. « Tu es marié ? Depuis quand ? » « 8 ans, dit Marcus aimablement. Nous nous sommes rencontrés quand Nathalie était consultante pour un essai pharmaceutique à mon hôpital. Lui proposer un café a été la meilleure décision de ma vie. Mais, bégaya Jennifer. Mais tu as dit que tu étais célibataire. Tu viens à ces réunions seule. Tu n'as jamais mentionné de mari ou d'enfant. Vous n'avez jamais demandé, dis-je simplement. Vous avez supposé que j'étais célibataire parce que je viens seule. Je viens seule parce que Marcus travaille le week-end à l'hôpital. Il est chef du service de neurochirurgie au Manhattan Presbyterian et les filles ont leurs activités. C'est plus simple pour moi de venir seule à ces événements que de perturber l'emploi du temps de tout le monde. Chef du service de neurochirurgie, répéta faiblement Brian. Marcus Chin, attendez, le docteur Marcus Chin, le Marcus Chin qui a été le pionnier de cette nouvelle technique de chirurgie cérébrale minimalement invasive. C'est moi, confirma Marcus avec un sourire modeste, bien que la technique soit le fruit d'un travail d'équipe. Je reçois juste plus d'attention des médias que je ne le souhaiterais. Ashley faisait défiler frénétiquement quelque chose sur son téléphone. Oh mon Dieu, docteur Marcus Chin. Il a été publié 17 fois dans le New England Journal of Medicine. Il est le plus jeune chef de neurochirurgie d'un grand hôpital du pays. Elle leva les yeux vers Marcus, puis vers moi. Tu es marié à l'un des neurochirurgiens les plus éminents d'Amérique. L'un des plus beaux aussi, dis-je, ce qui fit rire Marcus. Emma tira sur ma main. Maman, papa a dit que tu avais une réunion ennuyeuse. C'est ça la réunion ennuyeuse ? C'est ça, ma chérie. Ça n'a pas l'air ennuyeux, observa Lily. Tout le monde a l'air surpris. Ils sont un peu surpris, acquiesçai-je. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent à nouveau. Mon chauffeur et assistant personnel, David, entra, portant un porte-documents en cuir et l'air désolé. Madame Chin, dit-il formellement en s'approchant de notre groupe. Je m'excuse pour l'interruption, mais les contrats d'acquisition de GenMed sont arrivés de notre équipe juridique. Ils nécessitent votre signature aujourd'hui pour que l'accord soit conclu dans les délais. Le silence dans la salle de bal était absolu. L'acquisition de GenMed, dit faiblement la grand-tante Margaret. Quelle acquisition ?
David sortit des documents de son porte-documents, l'entête clairement visible. Novamend Pharmaceuticals. Acquisition de GenMed Corporation. Valeur totale, 2,7 milliards de dollars. Nathalie est la PDG de Novamend Pharmaceuticals, expliqua David à la foule stupéfaite. Elle a fondé l'entreprise il y a 12 ans, tout en terminant son doctorat en biochimie. L'acquisition de GenMed fera de Novamend la troisième plus grande société de recherche et développement pharmaceutique en Amérique du Nord, avec un portefeuille combiné de 43 médicaments à divers stades d'approbation par la FDA. Oncle Robert s'assit lourdement sur une chaise. 2,7 milliards de dollars ? C'est juste le coût de l'acquisition, précisa David. Novamend elle-même est évaluée à environ 8,4 milliards de dollars. Madame Chin détient 67% des actions de la société, ce qui porte sa fortune personnelle à environ 5,6 milliards de dollars. Les yeux de tante Carole se révulsèrent et elle s'effondra sur le sol, évanouie. Ashley et Jennifer se précipitèrent à ses côtés, l'éventant avec des serviettes. J'ai les contrats ici, continua David, apparemment imperturbable face au chaos. 3 copies qui nécessitent votre signature, plus les documents réglementaires pour la SEC. Je pris le porte-document, feuilletant les pages. Le Conseil a-t-il approuvé le financement élargi de la division de recherche ? À l'unanimité. Ils sont enthousiasmés par le pipeline de médicaments oncologiques que GenMed apporte au portefeuille. Le Dr Patterson pense que nous pourrions avoir de nouveaux traitements contre le cancer en essai de phase 3 d'ici 18 mois. Bien. Je signais chaque copie avec une efficacité routinière, ma bague de mariage un anneau de platine avec un diamant de 3 carats que Marcus avait lui-même dessiné captant la lumière à chaque coup de stylo. Ma cousine Amy, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, pointa ma main d'un doigt tremblant. Cette bague, Nathalie, c'est une bague d'au moins 200 000 dollars. 240 000, en fait, dit Marcus. Je l'ai fait faire sur mesure. Nathalie ne se soucie pas des bijoux, mais je voulais qu'elle ait quelque chose qui reflète à quel point elle est extraordinaire. Mais elle a dit qu'elle s'en sortait financièrement, dit Brian, la voix creuse. Elle a laissé entendre qu'elle avait des difficultés. J'ai dit que je m'en sortais, ai-je corrigé. Je n'ai jamais dit que j'avais des difficultés. Vous avez supposé cela en vous basant sur la façon dont je m'habille et ce que je conduis. Jennifer lisait quelque chose sur son téléphone, le visage pâle. Novamend Pharmaceuticals, fondé par le Dr Nathalie Morrison il y a 12 ans avec un prêt de 500 000 dollars d'investisseurs. Maintenant évalué à 8,4 milliards de dollars. Spécialisé dans les traitements des maladies rares et les médicaments oncologiques. Compte actuellement 7 médicaments approuvés par la FDA sur le marché. 17 autres en essais cliniques. Nommée l'une des entreprises pharmaceutiques les plus innovantes au monde. Morrison, dit faiblement tante Carole, ayant été ranimée et maintenant assise sur une chaise. Tu as changé de nom. J'ai accolé nos 2 noms quand j'ai épousé Marcus, dis-je. Professionnellement, j'utilise Morrison Chin. Personnellement, je suis Nathalie Chin. Tu es docteur, demanda la grand-tante Margaret. J'ai un doctorat en biochimie du MIT, ai-je confirmé. Je l'ai terminé tout en fondant Novamend. Ce furent quelques années bien remplies. David me tendit le document final. Voici le communiqué de presse pour lundi. Il annonce l'acquisition et inclut des citations de vous et du PDG de GenMed. Le Wall Street Journal souhaite une interview exclusive mardi matin si vous êtes disponible. Je trouverai le temps, dis-je en signant l'approbation du communiqué de presse. Marcus avait les 2 filles sur ses genoux maintenant, et elle lui montrait les photos officielles exposées dans la pièce. C'est maman, demanda Emma en désignant une photo d'il y a 15 ans. C'est moi à l'université, confirmai-je. Tu n'as pas changé, dit Lily loyalement. Brian retrouva sa voix. Nathalie, je ne comprends pas. Si tu vaux des milliards, pourquoi t'habilles-tu comme ça ? Pourquoi cette vieille voiture ? Pourquoi vivre modestement alors que tu pourrais t'offrir n'importe quoi ? Parce que je préfère ça, dis-je simplement. Le jean est confortable. La voiture roule parfaitement. Mon appartement dans le Queens est calme et proche du centre de recherche de Novamend à Long Island City.
Pourquoi changerais-je mon style de vie juste parce que j'ai de l'argent? Pour montrer ton succès, dit oncle Robert. Pour démontrer ta réussite. Ma réussite, c'est Novamend, dis-je. Ce sont les 43 médicaments que nous développons pour traiter des maladies que les grandes compagnies pharmaceutiques ont ignorées parce qu'elles n'étaient pas assez rentables. Ce sont les 7 traitements approuvés par la FDA que nous avons mis sur le marché pour des maladies rares qui touchent de petites populations de patients. C'est le centre de recherche qui emploie 2300 scientifiques et chercheurs. Voilà ma réussite. Pas des vêtements de marque ou des voitures de luxe. Ashley faisait toujours défiler son téléphone. Tu as été nommée l'une des femmes autodidactes de Forbes. Tu as figuré dans les 100 personnes les plus influentes du magazine Time. Tu as pris la parole aux Nations Unies sur l'accès aux produits pharmaceutiques dans les pays en développement. C'est exact, acquiesçai-je. La grand-tante Margaret se pencha en avant sur sa chaise. Laisse-moi comprendre. Tu es milliardaire. Tu diriges l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques d'Amérique du Nord. Tu es marié à l'un des neurochirurgiens les plus éminents du pays. Tu as 2 belles filles et tu nous as laissé penser que tu étais une ratée, célibataire, sans enfant et en difficulté. Je ne vous ai rien laissé penser, dis-je. Vous l'avez pensé tout seul. Vous avez vu mes vêtements et ma voiture et avez décidé que j'étais pauvre. Vous m'avez vu arriver seul et avez décidé que j'étais célibataire. Vous m'avez vu travailler dans le secteur pharmaceutique et avez supposé que c'était un travail de laboratoire subalterne. Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais réellement. Vous n'avez jamais demandé si j'étais marié. Vous avez simplement supposé, et je n'ai pas pris la peine de vous corriger. Pourquoi pas? Exigea Jennifer. Pourquoi nous laisser croire le pire? Je regardais ma famille, leurs vêtements et bijoux coûteux, leurs marqueurs visibles de succès, leur besoin d'afficher et de mettre en scène la réussite. Parce que, dis-je tranquillement, je voulais voir si quelqu'un m'apprécierait pour qui je suis plutôt que pour ce que j'ai. Je voulais voir si quelqu'un serait curieux de mon travail, de ma vie, de mes choix. Au lieu de cela, à chaque réunion depuis 8 ans, vous m'avez offert des emplois, offert la charité, dit que je gaspillais mon potentiel. Pas une seule fois quelqu'un n'a demandé, Nathalie, sur quoi travailles-tu, ou parle-moi de tes recherches. Vous avez simplement supposé que j'échouais et m'avez traité en conséquence. La salle de bal était silencieuse, à l'exception d'Emma et Lily qui exploraient maintenant les expositions de photos sous la supervision de Marcus. Nous avons été horribles avec toi, dit tante Carole, des larmes coulant sur son visage. Pendant des années, nous t'avons prise en pitié. Nous t'avons jugé. Nous t'avons offert la charité alors que tu avais plus de succès que nous tous réunis. Oui, acquiesçai-je. C'est vrai. Je t'ai qualifié d'exemple à ne pas suivre, dit Brian, la voix brisée. J'ai dit que tu avais atteint ton apogée à l'université et gâché ton potentiel. Et tu as bâti un empire pharmaceutique qui sauve des vies et change la médecine. C'est ce que j'ai fait, dis-je simplement. Oncle Robert se leva, s'approcha de moi et fit quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire. Il se mit à pleurer. Nathalie, je suis tellement désolée. Je t'ai traité de fauché. J'ai dit que tu étais un potentiel gâché. J'ai dit que tu étais tout ce que tu n'es pas. Comment pourras-tu jamais me pardonner? C'est déjà fait, dis-je. Oncle Robert, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es juste quelqu'un qui mesure le succès par des marqueurs visibles, vêtements, voitures, maisons. Tu ne pouvais pas voir mon succès parce que je ne l'affiche pas de la manière que tu comprends. Mais ça ne te rend pas cruel, juste limité dans ta perspective. Marcus ramena les filles. Nathalie, nous devrions probablement y aller bientôt. J'ai ma tournée du soir à 19h et les filles doivent dîner avant leur répétition de récital de danse. Récital de danse, demanda faiblement tante Carole. Elles font de la danse classique et contemporaine, dit fièrement Lily. Nous dansons dans Casse-Noisette ce Noël. Maman nous a trouvé le meilleur professeur de la ville. Maman peut se permettre le meilleur professeur de la ville, ajouta Emma avec pragmatisme, parce qu'elle est riche, mais elle n'aime pas en parler parce qu'elle dit que l'argent n'est pas intéressant. L'argent est ennuyeux, confirmai-je. La science est intéressante. Développer de nouveaux traitements pour les maladies est intéressant.
Regarder ces filles grandir est intéressant. L'argent n'est que de l'argent. Jennifer s'approcha avec hésitation. Nathalie, avant que tu partes, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi venir à ces réunions? Si nous avons été si horribles, pourquoi continuer à venir? Je réfléchis à la question. Parce que vous êtes ma famille. Parce que malgré vos jugements et vos suppositions, je vous aime. Parce que j'espérais que, finalement, quelqu'un regarderait au-delà des apparences et me verrait. Et parce que grand-mère a commencé cette tradition, et je l'honorais, même quand c'est inconfortable. On ne mérite pas ça, dit Brian. On ne mérite ni ta patience ni ton pardon. Peut-être pas, acquiesçai-je. Mais vous les avez quand même. David s'éclaircit la gorge. Madame Chin, les contrats sont finalisés. Je les déposerai à la SEC dès lundi matin. Félicitations pour l'acquisition. Merci, David. Prends ton lundi. Tu l'as bien mérité. J'apprécie, mais l'interview du Wall Street Journal peut attendre mardi. Prenez un long week-end. Il sourit. Oui, madame. Alors que David partait, la grand-tante Margaret se leva péniblement. À 92 ans, elle se déplaçait lentement, mais elle se dirigea vers moi avec détermination. Nathalie Morrison, dit-elle formellement, j'ai 92 ans. J'ai vécu la Grande Dépression, 2 guerres mondiales et plus de drames familiaux que quiconque ne devrait en voir. Et je te le dis maintenant, tu es la plus grande réussite de la famille Morrison. Pas parce que tu es milliardaire, pas parce que tu as fait un bon mariage ou que tu as de beaux enfants, mais parce que tu as bâti quelque chose qui compte. Tu sauves des vies avec ton travail. Tu fais progresser la médecine. Tu rends le monde meilleur. C'est ça, le vrai succès. Elle me serra dans ses bras. Et je suis désolée de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je suis désolée de t'avoir jugé selon les mauvais critères. Tu es une enfant extraordinaire. Ta grand-mère serait si fière. Je sentis des larmes me piquer les yeux. Merci, tante Margaret. Elle se recula, regardant la famille. Le reste d'entre vous devrait avoir honte. Cette femme brillante vient à nos réunions depuis 8 ans, et pas un seul d'entre vous n'a pris la peine de la connaître vraiment. Vous avez vu ses vêtements et décidé qu'elle était pauvre. Vous l'avez vue arriver seule et décidé qu'elle était seule. Vous n'avez jamais demandé. Vous n'avez jamais écouté. Vous avez juste jugé. Nous sommes désolés, dirent plusieurs voix à la fois. Désolé ne suffit pas, dit-elle sèchement. Vous devez en tirer une leçon. Vous devez comprendre que le succès n'est pas toujours visible. Que la réussite n'a pas besoin d'être annoncée. Que la personne la plus silencieuse dans la pièce pourrait être en train de faire le travail le plus important. Marcus vérifia sa montre. Nathalie, il est 15h30. Nous devrions vraiment y aller. Bien sûr. Je pris mon sac à main, un simple sac en toile, probablement $20 de chez Target. C'était bon de voir tout le monde. Attends, dit Jennifer désespérément. Peut-on faire mieux? Peut-on recommencer? Peut-on apprendre à te connaître vraiment? Je regardais ma cousine, son remords sincère, la famille qui m'avait enfin vue. Oui, dis-je. Nous pouvons recommencer. Mais ça doit être sincère. Plus de suppositions. Plus de jugements basés sur les apparences. Si vous voulez en savoir plus sur mon travail, demandez. Si vous êtes curieux de ma vie, renseignez-vous. Mais ne supposez pas. Ne décidez pas qui je suis en fonction de ce que je porte ou conduis. Nous le ferons, promit Brian. Nathalie, puis-je te poser une question maintenant, sur Novamend? Sur les recherches que tu mènes? Je souris. Nous sommes actuellement en essai de phase 3 pour un traitement d'une maladie génétique rare qui affecte environ 3000 enfants aux États-Unis. Les options de traitement actuelles sont minimes et principalement palliatives. Notre médicament a montré une promesse incroyable pour inverser les symptômes et permettre aux enfants de vivre une vie normale. Si les essais continuent de montrer des résultats positifs, nous pourrions obtenir l'approbation de la FDA d'ici 18 mois. Ses yeux s'emplirent de larmes. Tu sauves la vie d'enfants.
Nous essayons, dis-je. C'est ce que fait Novamem. Nous nous concentrons sur les maladies que les plus grandes entreprises pharmaceutiques ignorent parce que les populations de patients sont trop petites pour être rentables. Nous avons trouvé des moyens de rendre cela durable tout en faisant le bien. C'est incroyable, dit Ashley. Nathalie, je suis tellement désolée. Nous avons été tellement concentrés sur le succès visible maison, voitures, vêtements de marque que nous avons complètement manqué la véritable réussite significative. Ça arrive, dis-je. La société nous apprend à mesurer le succès par ce que nous pouvons voir. Il faut un effort pour regarder plus en profondeur. Emma tira sur ma main. Maman, on peut avoir une glace avant la répétition? On verra, ça dépend du temps. Papa dira oui, dit Lily avec confiance. Marcus rit. Alors que nous nous préparions à partir, oncle Robert s'approcha une dernière fois. Nathalie, cet appartement dans le Queens, celui que je pensais être un signe de pauvreté. Pourquoi y vis-tu vraiment? Parce qu'il est à 5 minutes en voiture du principal centre de recherche de Novamem, dis-je. J'y suis la plupart des matins à 6 heures pour vérifier les expériences de la nuit et rencontrer mes équipes de recherche. L'emplacement est parfait pour mon travail. Pourquoi choisirais-je un Pentouse à Manhattan et ajouterais-je 1 heure à mon trajet juste pour impressionner les gens? Tu ne le ferais pas, dit-il doucement. Parce que tu es plus intelligente que nous tous. Tu as toujours été plus intelligente que nous tous. Pas plus intelligente, corrigeai-je. Juste concentrée sur des choses différentes. Vous vous souciez des apparences. Je me soucie de l'impact. Aucun des deux n'est faux. Ce sont juste des choses différentes. Nous nous dirigeâmes vers la sortie, nos filles bavardant avec enthousiasme sur la glace qu'elles étaient sûres d'obtenir. En atteignant les portes, j'entendis la voix de tante Carole derrière nous. Elle est venue en jean et en chemisier de chez Target, dit-elle, la voix pleine d'émerveillement. Vaut 5,6 milliards de dollars et elle s'habille comme si elle faisait ses courses dans des magasins discount. Elle fait probablement ses courses dans des magasins discount, dit la grand-tante Margaret, parce qu'elle est assez sage pour savoir que des vêtements chers ne vous rendent pas successful. C'est un travail important qui vous rend successful. Et notre Nathalie fait le travail le plus important de toute cette famille. Dans la voiture de Marcus, un SUV Volvo raisonnable parce que la sécurité comptait plus que le luxe quand on a des enfants, les filles nous assaillirent de questions sur la réunion. Pourquoi tout le monde avait l'air si surpris, maman, demanda Emma. Parce qu'ils ne connaissaient pas papa, ni vous les filles, ni mon travail chez Novamem. Ils avaient fait des suppositions sur ma vie qui se sont avérées fausses. C'est idiot, déclara Lily. Pourquoi ils n'ont pas juste demandé? C'est une excellente question, dit Marcus en me jetant un sourire. Une question que ta très sage mère démontre depuis 8 ans. Tu es en colère contre eux, me demanda Emma. J'y réfléchis. Non, ma chérie. Je ne suis pas en colère. Je suis déçue que ça leur ait pris si longtemps pour être curieux, mais j'ai l'espoir que maintenant ils le seront. Que maintenant nous pourrons avoir de vraies relations au lieu de relations superficielles. Tu continueras d'aller aux réunions, voulut savoir Lily. Oui, parce que c'est la famille, et la famille est importante, même quand elle fait des erreurs. Nous nous arrêtâmes pour une glace. Marcus était prévisible de la meilleure des manières et nous arrivâmes à la répétition de danse avec 5 minutes d'avance. Tandis que je regardais mes filles pratiquer leur routine, Marcus se pencha et murmura, « Tu as géré ça magnifiquement. » Il partait d'une bonne intention, dis-je. Ils opéraient simplement avec des informations incomplètes. Des informations que tu as délibérément retenues, souligna-t-il. Pendant 8 ans. Je voulais voir si quelqu'un m'apprécierait pour moi-même, pas pour mes réalisations ou ma richesse. Je voulais savoir si quelqu'un dans ma famille serait assez curieux pour regarder au-delà de la surface. Et l'ont-ils été? Pas avant de ne plus avoir le choix, admis-je. Mais la grand-tante Margaret a dit quelque chose d'important à la fin. Elle a dit que je suis la plus grande réussite de la famille. Pas à cause de l'argent ou de l'entreprise, mais parce que je fais un travail qui compte. Ça valait 8 ans de sous-estimation. Marcus m'embrassa sur la tempe. Tu es extraordinaire. Même en jean de chez Target.
Surtout en jean de chez Target, corrigez-je, parce que c'est qui je suis vraiment. Pas la PDG, pas la milliardaire. Juste Nathalie, qui préfère le confort au luxe et l'impact à l'apparence. Le lendemain matin, je me réveillais avec 17 textos de divers membres de la famille. Des excuses, principalement. Des demandes pour se voir pour un café, pour un déjeuner, pour de vraies conversations sur mon travail. Des invitations à amener Marcus et les filles à divers événements familiaux. Et un message de la grand-tante Margaret. Ta grand-mère savait, tu sais. Pour Novamemd, pour ton succès. Elle suivait tout dans les nouvelles avant de mourir. Elle était si fière. Elle voulait juste voir combien de temps il faudrait au reste de la famille pour le remarquer. Elle a toujours dit que tu étais la brillante, celle qui changerait le monde. Elle avait raison. Je lus le message 3 fois, des larmes coulant sur mon visage. Ma grand-mère avait su. Elle avait su depuis le début. Et elle avait gardé mon secret, attendant de voir si quelqu'un d'autre serait assez curieux, assez attentionné pour regarder au-delà de la surface et voir la femme extraordinaire que j'étais devenue. Il avait fallu 8 ans, une réunion de famille, une acquisition de 2,7 milliards de dollars, un mari neurochirurgien éminent, des filles jumelles et une révélation spectaculaire pour qu'il voie enfin ce que ma grand-mère avait vu depuis le début. Mais il le voyait maintenant, et peut-être, juste peut-être, que cela valait l'attente. Je répondis par texto, merci de me le dire. Ça signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Sa réponse arriva immédiatement. Elle voudrait que tu saches qu'elle était fière. Nous le sommes tous. Même s'il nous a fallu bien trop longtemps pour réaliser ce que nous avions juste sous nos yeux. Lundi matin, l'acquisition de GenMed fut annoncée. Le Wall Street Journal publia l'article en première page. Novamemd Pharmaceuticals acquiert GenMed pour 2,7 milliards de dollars, consolidant sa position de leader dans le traitement des maladies rares. Mon téléphone sonna toute la journée. Journalistes, investisseurs, collègues. Mais l'appel auquel je répondis fut celui de tante Carole. Nathalie, j'ai vu la une du journal. Tu es en première page du Wall Street Journal. C'est une acquisition importante, dis-je. Elle méritait d'être couverte. Tu es cité longuement. Tu parles de ta vision pour la recherche pharmaceutique, de rendre les traitements accessibles, de te concentrer sur les patients plutôt que sur les profits. C'est magnifique. Tu es magnifique. Et nous avons failli le manquer complètement parce que nous étions trop occupés à juger ton jean. Mais vous ne l'avez pas manqué, dis-je doucement. Vous l'avez vu finalement. C'est ce qui compte. Puis-je venir visiter Novamemd, demanda-t-elle. Puis-je voir ton travail, rencontrer ton équipe, comprendre ce que tu fais? J'aimerais beaucoup, dis-je. J'aimerais beaucoup ça. Et c'était la vérité. Pendant 8 ans, j'avais attendu que quelqu'un demande, que quelqu'un soit curieux, que quelqu'un se soucie de mon travail et non de mon apparence. Et enfin, il demandait. Enfin, il voulait savoir. Et j'étais prête à leur montrer l'empire que j'avais bâti en silence pendant qu'ils supposaient que j'étais fauchée. L'entreprise pharmaceutique valant des milliards. La recherche qui sauvait des vies. Le travail qui comptait plus que n'importe quelle tenue de créateur ou voiture de luxe ne le pourrait jamais. J'étais Nathalie Morrison-Chin, milliardaire, biochimiste, épouse, mère et le membre de la famille qu'ils avaient sous-estimé pendant 8 ans avant de voir enfin ce que ma grand-mère avait su depuis le début. Que le succès n'exige pas d'annonce. Que la réussite n'a pas besoin d'être affichée. Que la femme en jean de chez Target pourrait être en train de changer le monde pendant que tout le monde est trop occupé à regarder les étiquettes de créateurs pour le remarquer. Il le remarquait maintenant.